Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au premier cours confiné de statistiques non paramétriques. Nous allons donc continuer les considérations précédentes sur le test du signe. On va rappeler un peu quelle était la motivation et puis on va voir la suite. Donc le test du signe il concernait les comparaisons entre deux échantillons, qu'ils soient pariés ou non, où on se posait des questions de type position. Par exemple, on a vu déjà la fois dernière, si une première question était, par exemple, est-ce que les hommes gagnent plus que les femmes? Donc, c'était une hypothèse H0 que vous voyez là, les femmes gagnent autant que les hommes, et puis l'hypothèse alternative, les hommes gagnent plus que les femmes. C'était une façon de modéliser donc ceci, c'était de se dire s'il y avait par exemple des données à parier, est-ce que la différence est significativement positive ou non? Ou dit autrement, est-ce que la moyenne ou la médiane est positive ou non? Le test paramétrique qui est associé à ces questions, c'est le test paramétrique de Student. On peut par exemple supposer que, si on sait que pour certaines raisons la loi est normale avec mu et sigma inconnus, euh, alors on peut construire une statistique, et nous avons discuté déjà cela, euh, qui résout ce problème. Par exemple, si les échantillons étaient indépendants, bah, la statistique qui est associée, c'est celle-là. Les échantillons sont U1, U2 jusqu'à UN et V1 jusqu'à VP. Attention, ils ne sont pas la même taille, mais tous les deux sont normales, mais de variances possiblement différentes. Notre question, c'était est-ce que mu1 égale mu2? Donc la statistique, ça construisait les moyennes du EV, et puis ça construisait, euh, par exemple, si la variance est la même, pour simplifier, euh, ça construisait un estimateur de la variance de ce type-là. Et puis ensuite, le test, ça suivait un critère de rejet de type student. Euh, mais il se peut que les variables ne soient pas gaussiennes, euh, et ça peut poser un problème. La même chose apparaît lorsque les échantillons sont appariés. Appariement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les UI et VI ne sont pas nécessairement indépendants, mais par contre, U1, V1, il est indépendant en tant que vecteur de U2, V2. Pas seulement que U1 est indépendant de U2, mais U1 il est indépendant de V2 aussi, par exemple. Euh, Ici, ce test se justifie s'il y a une situation qui se prête à ce genre de modélisation. Par exemple, si c'est par exemple deux médicaments et U1 et V1 représentent la même personne qui prend les deux médicaments. Bon, peut-être pas en même temps, mais euh, c'est le même. Ou sinon, ce sont des personnes d'âge similaire, et donc il y a raison d'apparier de cette manière-là. Dans tous ces cas-là, donc on peut construire des tests. Néanmoins, donc ça c'est un petit rappel. Euh, donc dans le cas de appariement, en gros, on considère le test de la différence UI moins VI, euh, et il est construit comme un test de Student de ce type-là. Euh, Néanmoins, ce genre de test, il peut être euh, très discutable lorsque les conditions d'application ne soient pas nécessairement vérifiées. Parce qu'on a vu, pour avoir une distribution de type student, il faut avoir au départ des distributions gaussiennes. Et donc, c'est pas sûr. Et donc là, le test n'est plus justifié si on a des écarts sensibles par rapport à l'hypothèse de normalité. Euh, pour comprendre ceci, donc je vous invite à regarder en détail les
les illustrations numériques qui sont faites, par exemple, sur les salaires d'échantillons de taille N1 de femmes et N2 de hommes, sont des simulations numériques. Ce n'est pas des données réelles. Et il y a une simulation qui est faite sur plusieurs types de lois, loi de Cauchy par exemple, student, etc. Et en application des tests de type paramétrique et des tests qui ne sont pas paramétriques. Juste rapidement description de cette... mais je vous invite à nouveau à regarder sur le site du cours, il y a le poly. Et, ce poly décrit voilà, plus en détail, au sens que vous pourrez lire plus tranquillement de quoi il s'agit. Donc la fonction de simulation, elle construit des variables, des échantillons de type n étant, ça va être n1 ou n2, soit par des variables de distribution normale, soit Cauchy, soit student. Et cette fonction, elle va être appelée plus tard avec les variables n1, n2 par exemple, comme on voit ici. Et la simulation propose plusieurs tests, par exemple, est-ce que lorsqu'on teste des lois normales, comment ça se passe? Est-ce que le test il détecte bien le fait que c'est des lois normales? Pour rappel, donc ici cette fonction qui est test, elle a des paramètres qui font, il faut trouver pour voir. Donc les A et B sont les paramètres de localisation, donc moyenne dans ce cas-là. Et si on, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on teste ici? On teste que, en fait, on construit des lois, même taille d'échantillon, même moyenne. On teste qu'effectivement, le test se rend compte que c'est la même chose. L'échantillon, il a une taille assez modérée, mais on voit bien que ça marche. Quand on n'est pas gaussien, il n'est pas censé marcher, et effectivement, il ne marche pas. Donc il y a besoin d'autre chose. Donc, par exemple, il y a besoin d'utiliser un test plus robuste, non paramétrique, par exemple Mann-Whitney, qu'on va voir tout à l'heure. Ceci étant dit, justement, passons au test robuste et commençons par le test de signe. Très bien. Donc le test student repose sur le caractère gaussien. On ne veut pas utiliser le caractère gaussien. Donc on veut introduire des hypothèses beaucoup plus faibles sur les données. Et un des tests, c'est le test du signe de type Wilcoxon. Et donc c'est une sorte de version non paramétrique de test de student, donc qui n'utilise pas le caractère normal. Commençons donc. Petite précision de langage. On aura affaire à des variables dont la distribution est continue. Et dire que la distribution est continue, c'est la même chose que dire en fait qu'elle n'est pas atomique, au sens qu'il n'y a pas de point X qui est une probabilité strictement positive. Donc, on dit qu'une variable aléatoire U est diffuse si, pour tout X réel, probabilité que U égale à X égale 0. Donc, il n'y a aucun endroit où elle a une masse strictement positive. Donc, quel est notre but? Notre but, c'est de tester un paramètre de position sur la moyenne. Déjà supposer que la moyenne existe, ça c'est une hypothèse déjà faite sur la distribution. Ça se trouve, par exemple, comme se passe pour distribution de Cauchy, que la moyenne n'existait pas. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on ne travaille pas avec la moyenne, on travaille avec la médiane. Et donc, on va tester est-ce que la médiane de deux échantillons ou d'un échantillon donné, est-ce qu'elle est
est-ce qu'elle est à une valeur qu'on veut tester ou non. Donc ici, ça va être un seul échantillon et on va se poser la question, est-ce que l'échantillon, par exemple x1, xn, a une médiane, a une valeur donnée. Et donc, quelles sont les conditions sur l'échantillon? Les xi doivent être indépendantes, ça c'est pas une condition surprenante. Ensuite, la médiane, ça va être médiane, qu'on va noter M, et le test va nous renseigner des choses sur le M. Et donc en particulier, ça serait mieux que M soit médiane commune. Et puis, probabilité que xi égale à M égale 0. Donc attention, on n'a pas dit que xi était des variables diffuses, mais on a utilisé quand même propriété xi égale à M, comme M va être connu ou pas. Bon, en gros, si on a des variables diffuses, c'est une condition suffisante. Mais strictement, ce qu'on a besoin, c'est que la probabilité de xi égale à M soit 0 pour tout i. Attention, remarque importante, on n'a même pas besoin de savoir que les xi sont identiquement distribués. Donc ce n'est pas des IID, hein, c'est juste des ID indépendantes, enfin sur des I quoi. Et le côté ID n'est pas nécessaire. Et donc l'hypothèse nulle, c'est est-ce que notre échantillon a médiane égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire en particulier sur H0, sur cette hypothèse-là? Alors, probabilité que x i inférieur à 0, c'est 1,5. Pourquoi c'est ça? Ça, c'est à cause de l'hypothèse 3. Voyons un peu les calculs. En fait, donc si 0 sur H0, 0 est la médiane commune. Et donc, vu la définition, c'était ça la définition de la médiane. Que xi inférieur à la médiane a probabilité au moins demi et xi supérieur à la médiane a la probabilité au moins demi. Mais alors, si on compare, c'est pas tout la même chose parce qu'ici on veut que xi négatif soit un demi, alors qu'ici on sait que c'est supérieur à demi. Alors pourquoi c'est pile un demi? C'est pile un demi parce qu'il n'y a pas de masse en zéro. Et donc la partie 3, l'hypothèse 3, c'était ça. Probabilité que xi égale 0 égale 0. Et comment est-ce qu'à partir de ça, on obtient ça? Essayons de voir. Donc, probabilité xi négatif est supérieur à 1,5, xi positif est supérieur à 1,5, puisqu'on ne peut pas avoir x égale 0. Donc là, plus grand ou égal que 0, il est transformé en strictement plus grand que 0, puisque, bon, c'est la même chose. Mais la somme des deux, donc pareil pour l'autre, hein, il est strict maintenant. La somme des deux est égale à 1, puisque la probabilité en 0 elle est nulle. Et donc, puisqu'on a les deux plus grands qu'un demi et la somme fait un demi, la seule façon dont ça peut se passer, c'est que les deux sont égales à un demi. Et donc, aussi bien la probabilité que x est négative ou nulle, ou strictement négatif, positif ou nul, ou strictement positif, tout ça, ça donne un demi. Très bien. Donc ça, c'est l'étude de H0. Et en fait, on va utiliser ces nouvelles variables y qui sont les fonctions indicatrices de xi négatif. Et supposons pour l'instant que xi ont tous la même loi. Alors, les y sont des variables indépendantes, identiquement distribuées de type Bernoulli avec probabilité P. C'est quoi cette probabilité P? Elle est écrite ici. C'est la probabilité que xi soit négatif, parce que ça c'est P, c'est la moyenne de y. Et donc, la question c'est est-ce que P égale 1,5? H0 peut se réécrire comme ça. Est-ce que P égale 1,5? Et donc, on a un échantillon identiquement distribué, indépendant identiquement distribué, de paramètres P, de loi de Bernoulli, de variables aléatoires de type Bernoulli YI. Et l'alternative est que
ce M, il est non nul. Ça veut dire quoi en termes de P? Ça veut dire que P, il n'est pas égal à 1,5. Et donc, c'est un test qui a été déjà étudié, notamment dans les TD. Alors, comment on fait ce test-là? Donc, le H0, c'est P égale à 1,5. H1, c'est P différent de 1,5. Et il se construit de la manière suivante. On construit la somme des YI. Et quelle est la moyenne attendue pour cette somme du YI? C'est n sur 2. Très bien, donc on voit quelle est la valeur absolue. Et si elle est trop grande par rapport à la référence, quelle est la référence? La référence, c'est là en moyenne, ce qui est à l'intérieur du module, il est nul. Ce qu'on construit ici, qu'est-ce qu'on construit? Une quantile d'une loi binomiale n à demi, mais il faut bien sûr enlever n sur 2 qui est la moyenne de cette loi. Et donc le test, ça étudie est-ce que y, somme des y moyenne sur 2, est-ce qu'elle est trop grand? Parce qu'elle est trop grand, ça voudrait dire que p, il n'est pas égal à 1,5. S'il est trop éloigné de n sur 2, P peut être plus petit ou plus grand. S'il est plus petit, bah, la moyenne elle va être plutôt négative, mais dans les deux cas, la valeur absolue de ça va être trop grande sous hypothèse H1. Sous hypothèse H0, au contraire, ça va être plutôt autour de 0. Et donc, avec cet échantillon-là, en réécrivant qu'est-ce que ça veut dire YI, voici le test. La fonction phi alpha de test, donc le test de taille alpha, c'est somme de 1 de YI négatif moins 1 sur 2 supérieur à la quantile décalée de n sur 2. Quantile de la binomiale de type A moins alpha sur 2 parce qu'on considère une distribution bilatérale. Si jamais, en fait, l'hypothèse alternative c'est que M est négatif, qu'est-ce que ça peut arriver? Dans ce cas-là, le test il va changer, on n'a pas besoin de considérer les deux côtés. Et alors c'est la quantile de type A moins alpha qui compte. Est-ce que les x, donc il faut voir un peu la différence. Donc ici on ne s'intéresse plus à la moyenne, on veut juste voir est-ce que la somme de x elle n'est pas trop grande par hasard. Et alors c'est le n sur 2, ça simplifie, il n'y a plus de valeur absolue, et c'est ce test-là qu'on va voir. Si au contraire, l'alternative est de dire m est strictement positif, par rapport à l'hypothèse nulle qui est de dire m est nul, alors on remplace xi négatif par xi positif. Et la formule est la même. Petit détail, qu'est-ce qui se passe si les xi ne sont pas de la même loi? Par exemple, on a dit que ça marche aussi, parce que dans notre hypothèse, ce n'était pas prévu que ça soit la même loi. Prenons un des cas, par exemple, H1 M inférieur à 0. En fait, les variables YI, si vous voulez, ont toujours, si on est sur A0, alors la médiane est nulle, P est égal à 1,5 quand même, parce qu'en fait on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Dans les Y n'ont pas besoin de toute la loi. Regardez ici, Y c'est juste une indicatrice du X négatif. Donc en fait, qu'est-ce qui fait X autour de moins 2, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui fait X autour de plus 2, tant que c'est positif, c'est pareil. Donc finalement, les variables YI déjà ont perdu toute mémoire de ce qui se passe, sauf qui est à gauche et qui est à droite de 0. Donc finalement, on retrouve quoi? Des variables YI qui sont toujours des variables Bernoulli et de paramètres admis si on est sur H0. Et ces variables vont être identiques et indépendantes et identiquement distribuées. Indépendantes parce que les xi sont dépendants, ils n'ont pas les mêmes lois de sont indépendants, et identiquement distribuées parce qu'on voit, c'est la loi Bernoulli en demi.
voilà, il n'y a pas besoin de connaître la loi de X, parce qu'Y, il oublie beaucoup de la loi de X. Et donc, dans ce cas-là, le test, on avait dit que H1, il est M négatif. Alors, on garde le premier test. Est-ce que X sont négatifs? Parce que s'ils sont trop négatifs, si M, par exemple, il est très variable négative avec une très forte valeur absolue, alors les variables ont tendance à être négatifs, et donc on va construire notre région de rejet de cette manière-là. Et donc on obtient un test de niveau A moins alpha en construisant en calculant cette valeur-là. Pourquoi est-ce que c'est celui-là et pas l'autre? Pourquoi c'est X négatif et pas X positif? C'est ce qu'on a discuté. En fait, l'idée c'est que si on est sur H1, les variables vont être négatives. Donc je vous invite à regarder par exemple en ligne, mais sinon regarder avec un peu plus de détail les fonctions en R, et puis il y a aussi les fonctions similaires en Python. Il faut par exemple en R préciser si qu'est-ce que c'est que l'alternative. Est-ce que c'est de deux côtés, ou est-ce que c'est less ou greater? C'est les deux alternatives, enfin les trois H1 dont on a parlé. Maintenant, pour finir, pour ce test-là, qu'est-ce qui se passe si on a deux échantillons? Et les échantillons, voilà, notre hypothèse c'est que les échantillons sont appariés. Donc, ici les U1, UN, V1, V1 sont les deux échantillons, et comme ils sont appariés, alors c'est les XI qui sont la différence des deux qui nous intéressent. Et par exemple, prenons le cas déjà étudié de deux traitements que l'on veut comparer. On a deux populations de la même taille, il y a appariement avec N et N, donc c'est les mêmes. Et puis, par exemple, on peut les classer par âge. Peut-être c'est pas le même individu, mais c'est un individu UI, un individu VI du même âge, et sachant que c'est l'âge le paramètre qui puisse influencer beaucoup le traitement, autre que les mérites de ce traitement. Et par exemple, on veut savoir si le second est plus efficace que le premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le H0, c'est qu'ils ont la même efficacité, et H1, c'est que V moins U aura une médiane positive. Mais une autre façon d'écrire, c'est de dire, est-ce que UI il est plus petit que VI, ou VI il est plus petit que UI? Si l'efficacité est la même, les deux probabilités vont être les mêmes. Les UI, qu'ils soient UI plus petit que VI ou VI plus petit que UI, ça doit être pareil. Et donc ça veut dire que notre variable X sous H0 à nouveau, probabilité qu'X est négative ou probabilité qu'X est positive, ça va être la même. Donc en supposant qu'on a la troisième hypothèse, c'est-à-dire qu'X ne prenne pas la valeur 0, alors l'hypothèse status quo, H0, c'est la médiane commune est égale à 0. Ça veut dire la médiane de U égale à la médiane de V. Là, c'est des choses qu'on avait déjà discutées. Placer la médiane à 0, ça veut dire que X est négatif ou X est positif ont les deux probabilités 1,5. Donc, quelles sont les conditions? Un petit rappel, c'est X sont indépendantes.
attention, donc ici, xi sont des différences de u et v. D'accord. Les ui ne sont pas indépendants de vi, mais les xi sont indépendants entre eux. Ont une médiane commune qui s'appelle m, et puis la probabilité de prendre pile la valeur m, elle est négligeable. Et donc le test, ça va porter sur la variable xi, est-ce qu'elle est positive, qui se traduit par u, est-ce que ui il est inférieur à vi. Et puis dans ce cas-là, donc on prend c'est un test unilatéral, et donc on prend une quantité de type A-alpha. Et puis si au contraire l'hypothèse H1 change, ça veut dire que H0 reste, les deux médicaments ont la même efficacité, mais H1 change, on pense plutôt que le premier, ça serait le plus efficace. Alors il faut juste changer, il faut mettre UI moins VI dans le test d'avant. C'est symétrique, donc c'est sûr que... au contraire, quand on n'a pas d'a priori sur les médicaments, pour les raisons qu'on a déjà vues, en fait, le test, ça s'écrit de manière plus compliquée. Il n'est pas vraiment plus compliqué, mais comme c'est bilatéral, on dit la différence à la moyenne, est-ce qu'elle est trop grande ou non. Mais du coup, la différence à la moyenne, elle peut aller dans les deux sens. Et donc, du coup, c'est la valeur absolue sur laquelle on base le test. Donc, les remarques, c'est que premièrement, on n'a pas utilisé beaucoup d'informations. Certes, il est un test qui n'est pas très puissant au sens de l'erreur de type 2 dont on a déjà parlé en introduction de ce cours, mais du coup, il n'utilise que très très peu d'informations. Il n'utilise pas la loi, on n'a pas besoin de connaître d'autres informations. Et puis, parfois, c'est tout ce qu'on a comme information. S'il n'y a qu'un classement, s'il y a juste une question de type quel médicament vous a paru le meilleur, le premier ou le deuxième, la seule réponse qu'on a, c'est oui ou non. Bon, donc on n'aura pas d'autres informations. On n'aura pas, par exemple, l'information qui nous est donnée si jamais il y a une échelle. Est-ce qu'il est beaucoup mieux, est-ce qu'il est mieux, est-ce qu'il est pareil, etc. Les échelles de type Likert, d'autres. Donc effectivement, il n'est pas aussi puissant, mais du coup, il ne demande pas trop. Et bien sûr, là, l'hypothèse 3, elle doit être vérifiée. Il ne faut pas que la valeur 0 soit prise. Donc dans les données, il faut qu'elle ne soit pas là. Bon, les façons dont on teste sont toujours, c'est la fonction bidon.test, donc c'est de la même manière. Est-ce que ça marche pour tester d'autres choses? Est-ce que ce test marche pour d'autres choses? Parce qu'on peut être content, on se dit, ah d'accord, donc on a déjà localisé la médiane. On peut tester si les deux ont la même médiane. Est-ce que ça pourrait marcher pour donner des informations extensives sur la loi? Donc on peut se poser la question, est-ce que ce genre de test marche pour tester est-ce que la loi de U est la même que la loi de V? Pour l'instant, on a juste testé que la médiane des deux lois elle est oui ou non la même. Est-ce que ça marcherait aussi dans ces cas-là? Discutons un peu cela. Donc, si f égale g, effectivement l'hypothèse nulle associée, et donc m égale 0, et donc on a on peut se poser la question, est-ce que la probabilité que U est inférieur à V va être la même probabilité que V est inférieur à U? Comment ça se traduit? Ça se traduit par la remarque suivante. Puisque U et V ils ont la même loi, alors U moins V et V moins U ont la même loi.
Et donc, on aura bien m égale 0, je veux dire test bien. Dans ce cas-là, c'est normal de se poser la question m égale 0. On a de toute façon un autre test qui teste la même loi, c'est le test de Kolmogorov-Smirnov. Mais il se trouve, donc ce test de signe, il n'est pas aussi puissant que celui du Kolmogorov-Smirnov. Et on peut voir de la manière suivante, en fait, le test de signe, si on voudrait tester que toute la loi est identique, elle va échouer pour les lois symétriques. Donc, supposons que U et V sont symétriques, diffuses, indépendantes, et donc la médiane de U moins V soit égale à 0. Bah, à ce moment-là, si la loi de U est très différente de la loi de V, par exemple ça c'est gaussien et l'autre V il est Cauchy, donc U gaussien, V Cauchy, le test ne va pas se rendre compte. Pourquoi? Parce que si les lois sont symétriques, la loi de U est la même que la loi de moins U, la loi de V est pareille que la loi de moins V, et d'ailleurs tout le vecteur U et V a la même loi que moins U moins V. Et donc à ce moment-là, U moins V a la même loi que moins U moins V, qui est égal à V moins U. Et donc finalement, ces deux probabilités-là sont égales. Et donc ça veut dire que la médiane est nulle. Ça veut dire que le test A0 qui va être fait sur la médiane, il va dire oui. Et donc finalement, lui il va dire oui, effectivement, c'est la même médiane, et donc on sera tenté de conclure que oui, c'est la même loi. Ce qui n'est pas tout vrai, c'est juste que les deux lois sont symétriques. Donc attention, il ne peut pas donner beaucoup plus que juste la médiane. Maintenant, on peut faire autre chose, donc là je vous laisse pour matière à réflexion. Est-ce que, par exemple, le test du signe, effectivement, il se dit médiane de U égale médiane, bon, moins U moins V, égale 0. Mais on peut aussi décaler peut-être, parce que effectivement, on peut se dire, est-ce que la médiane de U moins V, mais que ça ne soit pas la médiane, que ça soit quintile. De U moins V égale ce qu'il faut. Donc, est-ce qu'en utilisant les quintiles, en utilisant d'autres types d'informations sur les lois, est-ce qu'on pourrait quand même conclure? C'est ça la question. Est-ce que le test de signe peut quand même être utile? Et dans ce cas-là, il faudra faire une infinité de tests de signe, si vous voulez. D'accord? Très bien. Donc, on a vu comment avoir un test robuste, non paramétrique, pour la paramètre de localisation pour la médiane de deux lois. On va donc finir le cours d'aujourd'hui par quelques petites préliminaires sur les statistiques d'ordre et de rang dont on aura besoin la fois prochaine. Donc quelques notations, soit x en xn de variables aléatoires L. La statistique d'ordre est définie par on garde les mêmes valeurs, donc ici x1 xn. Attention, là c'est un petit abus de notation parce que si jamais on a une réalisation, alors on sait que dans un ensemble on ne peut pas mettre deux valeurs égales. On ne peut pas écrire par exemple ensemble 2, 2, 3, ça n'existe pas. C'est le seul ensemble qui existe, c'est les 2 et 3. Il ne peut pas y avoir de répétition. Donc attention, mais en tant que variable aléatoire, effectivement, il n'y a pas de répétition. D'accord? Mais attention, il ne faut pas appliquer ça en oméga. Et donc la statistique d'ordre, c'est une
réécriture des variables dans le bon ordre, ça veut dire c'est x1 jusqu'à xn, tel que pour chaque oméga on est ça, x1 inférieur à x2 inférieur jusqu'à xn. D'accord. Et donc x étoile, ça va être ce vecteur-là qui est ordonné. Remarque, ordonné, ça veut dire permuter les valeurs. Donc il existe en sigma tel que x1, xn soit x sigma 1, x sigma n. Attention, celle-là, c'est une variable aléatoire. Mais, première remarque, si jamais on a deux fois la même variable, la même valeur prise, je veux dire, si xi égale xj pour un i différent de j, et pour une réalisation donnée, alors la permutation, et elle peut les ordonner d'abord xi, ensuite xj, ou d'abord xj, ensuite xi, l'ordre est toujours satisfait. Donc la permutation n'est pas unique. Et donc il faut en extraire une. La question c'est est-ce qu'on peut extraire une mesurable, etc. On ne va pas discuter ce genre de questions, mais on va supposer qu'effectivement il y a une permutation aléatoire qui à partir de x1, xn nous donne x parenthèse 1, x parenthèse n. Et donc ensuite le vecteur des rangs, c'est la permutation inverse. Les mêmes remarques se posent, il se peut qu'il ne soit pas unique. Donc comment extraire une représentation de extraire un qui soit mesurable, ça c'est une question à laquelle il faut effectivement répondre, mais on suppose que c'est vrai. Petit exemple, par exemple, si la réalisation des variables aléatoires c'est 4, 2, 1, 1, 2, 0, 1, quels sont les rangs? Donc à nouveau pas l'ordre mais les rangs. 0 c'est le plus petit, il aura le rang 1, on lit ici dans le tableau. Ensuite 4 c'est le plus grand, il aura le rang 7 parce qu'il y en a 7 valeurs en total au tout. Ensuite voilà les deux, il y en a un qui aura rang 6, l'autre rang 5, on ne sait pas, ça peut être l'inverse aussi. Et puis les 3 1, ils peuvent avoir les rangs qu'ils veulent, 2 3 1 ou 1 2 3 ou 3 2 1, 3 1 2, bon, ça dépend. D'accord. Attention aussi pour l'application pratique. Parfois, si on tire, par exemple, si on tire trop souvent, si on a un échantillon très grand, il se peut qu'on ait des ex-aequo, par exemple, qu'il y a des valeurs qui apparaissent plusieurs fois. Ça peut nous embêter parce que ça ne devrait pas arriver pour une loi continue, mais en pratique, ça peut arriver. Et donc, il faut vérifier un peu les procédures informatiques. Surtout, bon, c'est les plus anciennes, les procédures un peu plus modernes essaient de traiter ça, mais ils ne traitent pas toujours bien ex aequo. D'accord. Très bien. Donc la prochaine fois, on va parler du test de Wilcoxon pour continuer notre excursion dans les tests robustes. À la prochaine.